Donc, retour sur l'approche K0 et sur les hypothèses précises. Alors, il y avait deux hypothèses fondamentales, hein, je ne répète pas, un opérateur croissant, un cône, un point non nul dans K tel que Tx0 soit inférieur à Cx0, et puis le cône engendré par tous les points de l'espace tel qu'il existe une constante positive ou nulle, et que x soit inférieur ou égal à Cx0. Bon. Alors, il y a une première hypothèse que je vais appeler, je ne sais pas comment je vais l'appeler, je vais mettre 1 parce que j'avais donné des h la semaine dernière, qui est cette histoire de croissance, hein, xn plus 1 égale lambda txn plus d'ailleurs x0. Et en supposant que xn est majoré par a fois x0, hein, le même a, et cette hypothèse, c'est de dire que ça entraîne que xn converge vers un certain x qui est dans K0. Bon, alors ensuite, donc l'avantage de K0, au fond, pourquoi j'ai introduit ce K0 ? C'est pour pouvoir travailler dans des espaces relativement grands, style L2, LP, voire les fonctions continues, ce qui évite toutes ces questions d'intérieur qui posent de vrais problèmes avec des conditions limites de Dirichlet ou dans l'espace tout entier. Donc c'est une astuce pour créer une fonction propre en mettant l'unicité de côté. Hein, je reviendrai sur le calcul amorcé dans un instant. Donc, en général, dans la plupart de ces espaces, et j'ai oublié de dire que xn est croissante, donc dans ces espaces, dès qu'on a la croissance et une domination, ben, ça entraîne la convergence. Pas tout à fait pour les fonctions continues, mais on en est vraiment à un chouïa. Donc, ce n'est pas fait pour se servir d'une hypothèse de compacité. La remarque, quand même, que je veux faire, donc, T compact n'arrange pas cette hypothèse. En revanche, c'est vrai que la compacité vient en général dans les EDP d'aspects de régularisation. Et là, en revanche, ça change tout, parce que le fait que xn converge, ça veut dire, dans pratique, que xn converge dans un certain espace que je vais appeler F0. Exemple, l'espace tout entier, c'est les fonctions continues. Bien, on sait tout de suite que le E, c'est les fonctions continues. Bon, on sait tout de suite qu'on a la convergence dans LP. Et si l'opérateur est régularisant, ça va entraîner que Txn, et donc xn, parce que xn plus 1, c'est essentiellement Txn, plus quelque chose de fixe, converge dans un espace qui est un peu meilleur, que je vais baptiser F epsilon. Et puis on peut itérer ceci. En général, hein, du premier coup, on récupère E grâce à la régularisation. Mais si on avait dit C1, ben, on va passer, ou C alpha, on va améliorer la régularité petit à petit en se servant du fait qu'on a des itérations. Donc, etc., jusqu'à que xn converge vers x. Donc ça, c'est une stratégie qui est en général très facile, qu'on voit très rapidement, c'est du bootstrap. Hein, on a automatiquement une certaine convergence et on en déduit, en bootstrappant l'effet régularisant, on en déduit la convergence dans E. Donc ça, c'est une stratégie qui marche enfin, à peu près dans tous les cas où je ne peux pas conclure directement que ça converge. Ce qui est plus subtil, c'est la deuxième hypothèse. Hein, donc après réflexion, je n'avais pas assez réfléchi la semaine dernière. Je pensais qu'on s'en sortait avec la compacité, mais c'est pas ça. Donc derrière la compacité, il y a le plus souvent ça. Hein, donc ça, c'est de la compacité. Bon. Alors, la deuxième hypothèse fondamentale, c'est quand on a
que lambda 1 est fini et qu'on a des lambda epsilon qui tendent vers lambda 1, qu'on a des x chapeau epsilon qui appartiennent à K0, qui vérifie x chapeau égale lambda epsilon tx, c'est des presque fonctions propres, plus un r epsilon est dans K0 et tend vers 0 quand epsilon tend vers 0. OK, on a tout ça. X chapeau epsilon est de norme 1. Et donc, l'hypothèse, c'est que ceci entraîne que x chapeau epsilon converge vers x. Alors, en fait, il y a deux hypothèses. Il y a une hypothèse où on dit que x appartient à K0, et puis il y a une hypothèse 2' où on dit simplement que la limite existe, et donc bien sûr est dans K, puisque les x chapeau epsilon appartiennent à K, et que K est un cône convexe fermé. Cette deuxième hypothèse est automatiquement vérifiée si T est compact. Quand je dis x chapeau epsilon, c'est compact, je devrais dire une sous-famille, hein, une sous-suite. Bon. Quand T est compact, ça c'est borné, Tx chapeau epsilon est compact, et donc j'ai une sous-suite qui converge. Bon, ça c'est réglé. Mais on ne sait pas que la limite est dans K0. On sait juste que la limite est dans K. Ça, c'est une hypothèse plus forte. Et évidemment, le théorème, si on fait l'hypothèse 2, on dit qu'il existe une fonction propre x1 qui appartient à K0. Et dans le cas de 2', on sait simplement qu'il existe x1 qui appartient à K. Mais ça suffit. Parce que ce qu'on cherche fondamentalement, c'est une fonction propre dans K, dans le code des fonctions positives. Or, et que le K0, c'est juste une astuce pour créer une fonction propre dans K. Après, on peut l'oublier. Donc voilà le point que je voulais faire. Donc en fait, c'est l'hypothèse importante, c'est 2'. Et on met l'unicité de côté. Parce que bon, il y a des cas où on peut vérifier que x est dans K0, mais dans Rn tout entier, c'est très difficile. Enfin, c'est parfois possible, ça dépend comment on a choisi x0, mais c'est beaucoup de travail. Donc, or, ce que je cherche, c'est avoir les procédures les plus simples, les plus systématiques. Donc, mais stricto sensu, voilà les hypothèses précises qui conduisent à l'énoncé que j'ai fait. Alors, vous vous souvenez que dans l'approche avec le K0, on a automatiquement, parce qu'on essaie de contourner la difficulté de l'intérieur non vide, de l'intérieur qui est vide, l'intérieur qui est vide, ça assure que le lambda 1, c'est-à-dire la plus grande constante positive pour laquelle on peut résoudre l'équation, ça assure que c'est fini. C'est parce qu'on peut créer une sursolution ou une sous-solution pour un lambda grand, ce qui prouve qu'on ne peut pas aller jusqu'à un tel lambda. Donc c'est la formule inf, une formule relativement explicite. Cette formule relativement explicite, c'est une formule de min-max qui, dans le cas d'opérateurs linéaires à principe du maximum, des opérateurs, disons, elliptiques, voire partiellement dégénérés, voire intégraux différentiels, ont été systématiquement développés dans une série d'articles dont je pense que le premier, si je me souviens bien, c'était Berestecki, Nirenberg et Varadhan. Après, à la suite de ça, de nombreux auteurs se sont penchés sur ces formules de min-max. J'aurais dû le signaler au moment où j'en parlais. Des élèves d'Henri Berestecki, comme Hamel, Coville, je crois, aussi
des mathématiciens italiens comme Italo Caputo Dolcetta, Porretta, etc., etc. Donc il y a toute une littérature qui aborde les premières fonctions propres, et surtout les premières valeurs propres plus que les premières fonctions propres, par des formules de min-max, qui ne nécessitent, à vrai dire, pas grand-chose pour définir une sorte de valeur propre généralisée. Mais après, tout le travail, c'est de démontrer qu'il existe des fonctions propres. Alors quand on a l'ellipticité, ça va, et quand on n'est pas dans Rn et qu'on a l'ellipticité, ça va, c'est facile. Et puis, il y a la question de l'unicité. Bien. Donc ça, c'est pour faire un petit bilan sur ce qui existe dans la littérature. Alors, sur cet aspect, le lambda 1 qui est éventuellement affini, je vous ai donné un exemple un peu étrange avec ce ux ou moins ux, je ne sais plus x2 sur la demi-droite. Enfin, la demi-droite, c'était simplement parce que on ne se faisait pas de soucis sur la demi-droite négative, mais si vous voulez R tout entier, il suffit de prolonger par parité. Et le problème, c'est-à-dire de prendre, j'imagine, peut-être valeur absolue de x, je ne sais pas, enfin, il faut prolonger de la bonne manière pour les x négatifs. Et les problèmes se séparent parce que 0 est un point absorbant. Alors, donc, est un point fixe, instable. Donc, on s'en occupe pas. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais vous donner un exemple non linéaire, parce qu'au fond, pour l'instant, je vous avais vaguement évoqué des équations de HJB, c'est vrai. Je vous avais parlé de Monge-Ampère en disant que c'était l'origine de la méthode que j'ai présentée dans le cours. Je vais prendre un exemple non linéaire, et puis après, je vais recommencer sur unicité. Qui montre pas mal de phénomènes que je juge intéressants, que je trouve intéressants, parce que ça montre l'influence des conditions aux limites. Alors, je commence par un cadre. Je vais prendre donc une équation et un opérateur qui est l'opérateur valeur absolue de gradient U. Toutes les équations que je vais manipuler sont des équations au sens des solutions de viscosité, mais bon. Ok, donc ça c'est bien un opérateur homogène, et en fait, le T, c'est si vous prenez un F qui est positif ou nul, donc l'espace, c'est les fonctions continues sur oméga bar, oméga sera borné. On sait que si F est continu sur oméga bar, il existe une unique solution. Et puis, comme je permettrais Rn, disons, continu borné, ça pourrait être buc. Enfin, si oméga, dès qu'on est continu, si oméga bar est compact, évidemment, c'est automatiquement uniformément continu et borné. Donc, il existe une unique solution U, solution de viscosité, qui est dans le même espace. Et donc, U est égal à TF. Hein. Donc, ça, c'est bien un opérateur croissant. C'est bien un opérateur positivement homogène. Et bon. OK, positivement homogène. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? Non. Alors, dans le cadre périodique, ou dans le cadre de conditions aux limites de Neumann. Ça correspond d'ailleurs à ce qu'on appelle le contrôle ergodique. C'est un cas très très simple d'ergodicité. C'est beaucoup plus général que simplement une norme de gradient U, hein, mais c'est n'importe quel hamiltonien coercif, c'est-à-dire tendant vers l'infini à l'infini, positivement homogène de degré 1. Eh bien, dans ce cas-là, on sait qu'il y a une première valeur propre. Et cette première valeur propre, j'ai rajouté 1 pour simplifier, c'est lambda 1 est égal à 1, qui correspond simplement à une première fonction propre qui résout gradient phi 1 égale à 0, puisqu'il n'y a plus U à gauche, c'est-à-dire les constantes. En particulier les constantes positives. Et la première fonction propre, donc fondamentalement, c'est 1. Bon. Très bien.
sans souci. Bien. Qu'est-ce qui se passe quand on prend Dirichlet? Donc, et puis après, je vais parler à l'espace entier. Je vais prendre un ouvert borné régulier pour oméga. Et donc, je vais prendre une fonction dans C de oméga bar. F positive. Bon, ben on a le même, on définit de la même manière l'opérateur U égale TF. Sur le code des fonctions positives, dans l'espace des fonctions continues sur oméga bar, et on se pose la même question sur la première valeur propre. Alors évidemment, ça ne sera plus lambda 1 égale à 1, parce que gradient U égale à 0, ça fait les constantes, et les constantes, elles s'annulent au bord. Donc ça doit bouger un peu, comme ça bouge un peu quand, pour le Laplacien, on passe de conditions périodiques à des conditions de Dirichlet. Ce n'est pas un problème de contrôlabilité, puisqu'à partir du moment où on a la norme de gradient U, quand on pense en termes de contrôle, ça veut dire qu'on peut choisir la vitesse comme on veut dans une boule de rayon 1. Donc on peut aller où on veut. C'est d'ailleurs, et ça se reflète par une propriété de compacité, puisque T est compact. T est compact, puisque si F est borné, à ce moment-là, U est borné, compact dans C. Parce que si effectivement F est compris et inférieur, disons, à 1, puisque c'est positivement homogène, un borné, c'est une boule de rayon 1, pour la norme du sup, eh bien, ça entraîne que U est compris entre 0 et 1. Et donc, gradient U est compris comme U est positif, gradient U est inférieur ou égal à 1. Donc, c'est Lipschitz. On a une borne de Lipschitz, et d'après Ascoli-Arzela, c'est compact. Bon. Alors, pour les histoires d'intérieur, ben, il y a de toute façon un problème, puisqu'on a dit que U est égal à 0 au bord. Donc, il y a automatiquement un problème. On ne peut pas trouver, comme dans Kreyt-Rudman, à la fin, une première fonction propre qui soit dans l'intérieur de K. Ce n'est pas possible, l'intérieur de K est vide. Donc K, évidemment, c'est ça. Hein. L'intérieur de K. Enfin, T n'envoie pas K-0 dans l'intérieur de K. Parce que U vaut 0, à l'intérieur de K, il n'est pas vide. C'est tous les F qui sont minorés par une constante positive. Mais les solutions, comme U est nul sur le bord, bah, ça c'est l'ensemble des F tels que l'inf de F, le min de F, soit strictement positif. Et ça, c'est impossible, puisque U est égal à 0 sur le bord. Donc, Kreyt-Rudman, ou la variante que j'ai présentée dans l'intérieur de K non vide, l'intérieur de K non vide, l'intérieur de K, oui, c'est ça, dans le cas où l'intérieur de K, ça fait beaucoup de cas, dans l'intérieur de K est non vide, bah, évidemment, ça ne peut pas marcher. Reste le cas 0. Alors, je vais discuter le cas 0 là-bas, mais la première chose que je vais dire, c'est qu'il n'y a pas de première fonction propre. Ah, ça se corse.
n'y est pour rien. Donc, gradient U, c'est quoi une première fonction propre? On sait très bien que tant que l'on a une constante positive devant le U, par absurde, je suppose que j'ai une première, par absurde, je suppose que j'ai un lambda 1 positif. Et d'ailleurs, je vais tout de suite dire qu'il est plus grand que 1. Pourquoi? Parce que strictement plus petit que 1, ce n'est pas possible, parce que ça veut dire que je garde un terme d'ordre 0 qui est positif, et là on sait que si c'est égal à 0, il y a une unique solution qui est positive ou nulle, qui est nulle. Ce résultat d'unicité que j'ai mentionné, il est vrai dès que je mets une constante positive ici. Ça ne peut pas être lambda 1 est égal à 1, parce que ça fait gradient phi égal à 0, gradient u égal à 0, ça entraîne u égale constante, et si c'est la constante qui est nulle au bord, c'est 0. Donc, on est en train de dire, est-ce qu'il y a une solution, au sens de solution de viscosité, de gradient phi égale mu phi, avec mu positif, lambda 1 moins 1, phi Lipschitz, nul au bord, solution de viscosité, comme d'habitude. Et puis, phi positive. D'ailleurs, on ne va pas s'en servir, la positivité, c'est implicite. C'est implicite, gradient phi, c'est positif ou nul, donc phi est positif ou nul. Et que ce soit des solutions de viscosité, ça entraîne en particulier presque partout, donc c'est clair. Bon, et ça entraîne que phi est identiquement nul. Alors, de quoi ça vient, ça? On va mettre en ordre ça. Le problème, c'est qu'on ne peut pas décoller de 0. On est au bord, phi vaut 0. Si phi vaut 0, le gradient vaut 0. C'est-à-dire la dérivée normale. Mais si le gradient vaut 0, ça veut dire que phi s'annule 2 fois. Et c'est un 0 d'ordre 2. Mais si c'est un 0 d'ordre 2, c'est un 0 d'ordre 3. Si c'est un 0 d'ordre 3, c'est un 0 d'ordre 4. Donc c'est un 0 d'ordre infini. Ça paraît mal barré. Ce n'est pas une démonstration, mais en tout cas, ça explique qu'on n'arrive pas à décoller de 0. Donc la condition à limite change tout. Alors si on veut faire une démonstration, il y a plusieurs démonstrations que je vais faire. Dans un instant, je vais démontrer des estimations a priori. Ouais, c'est un petit... ça montre que ces histoires de première fonction propre, quand on abandonne l'intérieur de K, c'est assez sensible. En fait, d'une certaine manière, la première valeur propre est plus infinie, quoi. C'est ce qu'on va démontrer dans un instant. Bon. Alors, comment démontrer ça? Donc, phi est borné. Okay, on est dans C de oméga bar. Donc, ça veut dire phi est inférieur à, disons, on peut toujours normaliser les choses pour que ça fasse 1. Je multiplie par une constante phi. Bien. Donc, gradient phi est inférieur ou égal à mu, ce qui entraîne que phi est inférieur à mu fois d de x, où d de x, c'est la distance au bord. Bon, ça sont des faits bien connus sur les équations d'Hamilton-Jacobi, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est un problème de contrôle phi et la fonction valeur d'un problème de contrôle optimal, où on s'arrête quand on touche le bord, et on a droit à prendre tous les contrôles qui sont à vitesse 1. Bon, la manière, et on a un coût
qui est inférieure à une constante. Pour la constante, la meilleure manière, c'est d'aller tout droit au bord par le chemin le plus court, c'est-à-dire le chemin qui suit la distance. Je ferai un petit dessin dans un instant. Et donc, ça, c'est une inégalité tout à fait traditionnelle. Alors, de 1, on est passé à mu de dx. Donc, ça veut dire que gradient phi est inférieur à mu carré dx. Et règle des fonctions composées, ça entraîne, parce que gradient d, ça vaut 1 au sens des solutions de viscosité et au sens presque partout. Distance au bord, pensez R moins norme de x pour la distance au bord de la boule. Ça, c'est le gradient vaut 1 en norme. En fait, le gradient, c'est là où c'est bien défini, c'est la normale en le point de projection sur le bord. Normale unitaire. Donc, si c'est ça, ça veut dire que phi est inférieur à mu carré d2 sur 2. Je refais, sans me limiter juste au point de bord, l'argument formel qui disait que ça n'arrive pas à décoller. Allez, j'en fais encore un coup. Mu 3 d2 sur 2. Quand j'intègre ça, règle des fonctions, ça c'est la solution qui correspond à mu carré d. La solution qui correspond à ça, c'est mu 3 d3 sur 2 que multiplie 3. Bon. Et donc, vous voyez qu'à l'étape n, vous récupérez mu n d puissance n sur n factoriel. OK ? Et ça, quand n tend vers l'infini, ça tend vers 0. Puisque vous avez une puissance d'une quantité fixe, la puissance n d'une quantité fixe en haut, tandis que n factoriel, c'est la puissance énième, c'est équivalent à la puissance énième de n qui tend vers l'infini. Et puis, on sait que c'est sommable. La somme de ça, c'est l'exponentielle de mu d. Donc, le terme tend vers 0. Bon, bref, ça tend vers 0. Et donc, phi, ça vaut 0. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Essayons de tester. C'est une manière, il me semble utile, de tester ce que l'on a fait jusqu'à présent dans le cas avec la variante K0. Pour K0, qu'est-ce qu'on peut prendre ? Il faut définir un x0. Le x0, comment ça se passe ? Le x0, c'est quelque chose tel que tx0, c'est moins f, le x0. C'est quelque chose tel que tx0 soit inférieur à c fois x0. Bon, x0 égale à f, c'est qu'à le prendre 1. Tx0, c'est le U correspondant. Et en fait, la solution... Ah oui, j'ai mis un plus U. Mais la solution, j'ai déjà expliqué pourquoi c'était inférieur ou égal à 1. Donc, on a bien que Tx0 est inférieur à x0. Donc, je peux démarrer la démonstration. Est-ce que l'hypothèse H1 qui me permet de... le 1 est vérifié? Pourquoi? Parce que ça correspond simplement à résoudre gradient de un plus 1 plus un plus 1 égale... Alors, je ne sais pas les lambda, oui. Lambda un. Ça, c'est certain. Après, ce n'est pas exactement x0, c'est plus un g, il y a du lambda là-dedans. Donc, un plus 1, c'est t de lambda, t lambda un plus tg. Bon, donc, peu importe ce que c'est. En tout cas, tout ça sont des fonctions bornées. Donc, les un étant croissants et étant majorés par une constante. C'est ça, puisque le x0, c'est 1.
Donc ça veut dire que les UN, ils convergent en tout point, et ils sont lipschitziens. Entraîne UN converge vers U uniformément. Donc l'hypothèse est trivialement vérifiée, c'est normal, on a la compacité. Donc là, on est dans une situation exactement comme je vous l'indiquais. On sait que ça converge, ce n'est pas dans l'espace des fonctions continues, c'est dans tous les LP, une convergence simple. Mais l'opérateur est régularisant, il régularise continu en Lipschitz. Donc ça donne la compacité, ça donne la régularisation qui permet de passer d'une convergence dans LP à une convergence uniforme. OK. Donc 1 est vérifié. Si l'opérateur compact est vérifié, si l'opérateur est compact, ce que j'avais noté 2' à l'instant est vérifié puisque T est compact. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que toutes les hypothèses sont vérifiées, il devrait y avoir une première fonction propre, or il n'y en a pas. Ah oui, tout était vérifié, sauf, dans le cas du K0, l'hypothèse lambda 1 finie. Okay? Donc on en déduit, d'après le théorème démontré, et on va le vérifier d'une autre manière directement, donc lambda 1 est automatiquement plus infini. Ce qui veut dire qu'en particulier, si on prend une fonction qui est dans C de oméga bar, disons strictement positive, eh bien, quel que soit lambda, il existe une unique U solution de viscosité de gradient U égale lambda U plus F. Donc, a contrario, le théorème démontré nous dit qu'on peut résoudre pour tous les lambdas cette équation. Ce qui n'est pas tout à fait évident a priori. Parce que j'expliquerai dans un instant comment on peut démontrer ceci. Mais vous voyez bien que on n'est pas dans le registre des solutions de viscosité habituelles. Il y a quelque chose en plus à faire. Et c'est la seule explication. Donc, en fait, on l'a déjà démontré, je vais faire une démonstration directe. Bon, une démonstration directe, il y a l'unicité qui n'est pas évidente. Okay? L'unicité n'est pas évidente. En tout cas, je vais expliquer pourquoi lambda 1 est égal à l'infini. Après, il y a une démonstration à faire. Alors, on peut faire des démonstrations directes, enfin, il faut faire des estimations un petit peu complexes. Élémentaires, mais complexes, du style de ce que j'ai fait là-bas. Je ne sais plus ce que je voulais dire là à l'instant. Oui. Déjà, lorsque je prends f égale à 1 ou une constante, je vais exhiber la solution du problème. C'est parce que j'ai pris gradient U, sinon on n'aurait que des sursolutions. La solution, c'est 1 sur lambda de e puissance lambda d moins 1. Ça se comporte comme la distance au bord. Alors, on vérifie ça. Le gradient de U, c'est e puissance lambda d, puisque le gradient d, c'est 1. Donc, tout se vire. Lambda U, c'est e puissance lambda d moins 1. Je rajoute 1, donc ça fait bien une solution. Donc, ça, 1, ça veut dire que je peux résoudre cette équation-là. Donc, c'est le lambda 1 dans le cas 0, ça vaut plus infini. Mais en fait, je peux résoudre, comme toutes les fonctions sont dans le cas 0, essentiellement, mon cas 0, c'est essentiellement K. Mais il est à l'intérieur vide. K0, c'est K. Bon, alors le F strictement positif, ça joue à un point, mais c'est un point de détail.
je ne veux pas passer trop de temps sur les solutions de viscosité. Donc ça fait une sursolution. Bon, une fois que vous avez une borne L infinie, vous avez une borne Lipschitz, vous pouvez démontrer l'existence, etc. Bon, l'unicité, il y a du boulot à faire, hein. Je ne vous le cacherai pas. Mais c'est jouable. Mais on n'a même pas besoin de le démontrer, c'est une conséquence directe. C'est-à-dire, quand comme ça, on met un taux de préférence intertemporelle dans un problème de contrôle comme ceci qui est négatif, il suffit d'être sûr, si le problème est homogène, il suffit d'être sûr qu'on n'a pas atteint la première fonction propre. Et on a l'unicité. Donc l'existence d'un truc positif montre l'unicité, hein, quelque part. Puisque ça ne peut pas exister au-delà de la première fonction propre. OK. Au-delà du lambda 1. Puisque la première valeur propre, c'est au-delà de ce lambda 1-là. Bon. Enfin, vous voyez l'exemple. Puisque je suis sur cet opérateur, je me suis alors posé la question. Je dois vous dire qu'avant de réfléchir à des exemples, avant-hier, je crois, je n'avais jamais pris conscience de ce fait que pour périodique Neumann trivial, enfin, on a une première fonction propre, une première valeur propre triviale, et qu'en revanche, on pouvait résoudre pour tout lambda ces équations d'Hamilton-Jacobi. Donc je ne sais pas si vous ou les auditeurs y trouvent un intérêt, mais moi, le cours, ça m'apporte beaucoup de choses. C'est bien, il y a au moins quelqu'un qui en tire un profit. L'espace RD, donc je préfère, utilisant beaucoup de suites, je préfère appeler D comme dimension plutôt que Rn. RD. Alors là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que si je regarde gradient U égale à 0, j'ai U égale à 1. Donc dans Buck, dans les fonctions bornées uniformément continues, j'ai une première valeur propre triviale qui est 1 et une première fonction propre qui est 1. Mais de la même manière que les conditions au bord jouent un rôle, le comportement à l'infini va jouer un rôle. Parce que si je permets des croissances arbitraires, et lorsqu'on est positif, on peut résoudre ce problème. Si je suis dans RD, donc un rappel, donc si je suis dans RD et que je regarde gradient U plus U égale à F, qui est une fonction continue positive sur RD, alors on peut toujours trouver des solutions. Est-ce que c'est vrai ça ou pas? Non, c'est pas vrai. Ouais, si, je pense que c'est vrai quand même. Sans restriction. Quoi qu'il en soit, si je regarde cette équation-là maintenant, c'est-à-dire celle-ci, d'ailleurs ça prouve que si je ne mets pas de restriction de croissance, il y a un problème sur l'unicité. Oui, c'est parce que j'ai la puissance 1 ici, d'accord. Ça, je peux le résoudre quel que soit lambda positif. Mais je peux trouver facilement au moins deux solutions.
C'est la même construction que là-bas. Et je remplace la distance au bord par x en dimension 1. Hein. De toute façon, une solution en dimension 1 est aussi une solution en dimension d. Et donc, vous pouvez prendre n'importe quelle fonction d'une seule variable, dans n'importe quelle direction. Ben, c'est exactement le même calcul. Hein. Alors, vous pourriez me dire, mais pourquoi il n'y a pas le même problème avec ici, plus ou moins lambda d? Alors, ben, ouais, non, mais là, je suis en train de vous dire des bêtises. Je suis en train de vous dire des bêtises parce que ça, c'est pas positif. Donc, je vais retirer ça. Et pour une fois, quand j'ai réfléchi à ça avant-hier, j'ai pris les notes. D'habitude, je n'ai pas besoin, mais là, j'ai tellement été perturbé hier que je ne sais plus où j'en suis. Alors. Ouais. Bon, les estimations, a priori, c'est pas la peine. Ça, c'est bon. Ouais. Donc, en fait, c'est pas du tout ça que je voulais vous raconter, pardonnez-moi. Donc, dans Buck, c'est bien. Maintenant, je peux aussi avoir envie de dire, je regarde pour des problèmes comme ça, je suis toujours avec cette équation dans Rn, je peux avoir envie de regarder des choses qui tendent vers 0 à l'infini, ce qui exclut les constantes. Je mets Dirichlet. Ça, c'est au fond l'analogue de Neumann au périodique. L'analogue de Dirichlet, c'est de dire l'espace E, c'est C0 de Rn. Alors, je ne vais pas du tout rentrer dans les considérations de comment on trouve un x0. Ce n'est pas facile parce qu'il y a des problèmes du comportement à l'infini. Donc ça serait très parachuté, mais on peut essayer de prendre l'approche K0. Et l'approche K0, elle marche parfaitement, comme je l'ai indiqué pour Dirichlet. À part que, à nouveau, le lambda 1 il est égal à plus infini. Et exactement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça devient un peu compliqué parce que dans l'approche K0, je ne maîtrise les résolvantes jusqu'à lambda 1 que pour les éléments de K0. Ça ne me dit pas que je peux résoudre globalement le problème dans K. On est dans K0. Donc, comme je n'ai pas défini un K0, je vais à la place définir un espace de fonctions contenu dans ces zéros sur lequel on peut résoudre pour tous les lambdas. Bon, alors le fait qu'il n'y ait pas de solution, qu'il n'y ait pas de fonction propre dans K, à nouveau, ça se démontre assez facilement. Hein. C'est du même tonneau, c'est un lambda 1 qui est plus grand que 1, et donc on a un gradient U qui est égal à mu U. Bon. Et ça, c'est pas trop compliqué de comprendre pourquoi nécessairement U doit être strictement positif. S'il est strictement positif, il doit croître au moins linéairement. En fait, le gradient de log U devient une constante et ça va croître exponentiellement. Ce qui correspond à E puissance mu x. E puissance mu x, c'est une solution. Il y a des fonctions propres, mais elles ne sont pas bornées.
Et d'ailleurs, c'est plus ou moins mu x, et puis il y en a autant que vous voulez. Donc c'était ça ce que j'avais en tête avec mes considérations. Alors, je ne vais pas faire, c'est un amusement. Donc, ce que je veux dire là, c'est que là, quand on commence à prescrire en dur des comportements au bord ou des comportements à l'infini, ça se complique par rapport aux situations ergodiques simples. On reviendra sur cette comparaison et les liens. Alors, quoi qu'il en soit, je vais prendre d égale à 1, je vais prendre une fonction paire, strictement positive dans R, qui tende vers 0 à l'infini, et on verra qu'est-ce qu'il faut supposer sur le comportement à l'infini. Bien. Et je veux résoudre U' égale lambda U plus F. Bon, la solution U va être paire, et tous ceux qui ont côtoyé les solutions de viscosité de manière un peu intensive savent que c'est pas très compliqué pour trouver la solution de ceci. Je vous l'écris pour x positif, et puis après on complète par parité. Et donc, pour x positif, on va avoir une solution qui est comme ça, hein, elle est paire, et lorsqu'elle existe, on vise une solution qui est comme ceci, c'est-à-dire qu'elle est décroissante pour x positif. Décroissante pour x positif, ça veut dire qu'on est en train de résoudre l'équation différentielle ordinaire, U' plus lambda U est égal à F, et là, on veut qu'à l'infini, ça tende vers 0. Et donc, on trouve facilement que c'est e puissance moins lambda x, l'intégrale de x à plus l'infini, de e puissance lambda y, f de y dy. Et donc, ce qu'il faut, c'est que l'intégrale sur R de e puissance mu x fois f soit finie, quel que soit mu. Alors, si je mets quel que soit mu, ça ne fait pas un espace vectoriel normé. Si vous mettez maintenant un e puissance x2 sur 2, par exemple, là, ça vous fait un espace L1 à poids, intersecté avec les fonctions C0, et vous avez un très bon espace. Bon, ça, c'est parfaitement défini, hein, et vous voyez que cette intégrale est bornée et que le U, il est majoré par C fois e puissance moins lambda x. Voilà, c'est ça mon x0. Hein. C'est ça mon x0, parce que si je prends un f, c'est x0. Là, je suis en train de dire des bêtises. C'est plus subtil que ça. Oubliez ça, oubliez le x0, peu importe. Mais en tout cas, on voit bien pourquoi lambda 1 est égal à plus l'infini, parce que si je prends pour x0 ce f-là, je peux résoudre pour tous les lambdas. Mais le problème, c'est que ça ne s'arrête jamais, et lambda 1 est égal à plus l'infini. Et il n'y a pas de première fonction propre. Donc, C0 de Rn, encore une bizarrerie, hein, ça dépend du comportement, mais si vous avez un comportement, si vous aviez choisi un comportement plus lent à l'infini, eh bien, on ne pourrait pas résoudre pour aucun lambda. D'accord ? Si f décroît polynomialement, pour lambda strictement positif, il n'y a pas de solution. Donc, il existe une solution. En revanche, si f décroît polynomialement, il n'existe pas de solution. Donc, le lambda 1, la définition même du lambda 1 est un peu ambiguë. Hein, puisque pour de tels f, j'ai envie de dire que le lambda 1, c'est 0. Et qu'il n'y a pas de première fonction propre.
OK. En tout cas, on peut l'analyser, comprendre les relations, et on voit qu'en fait, les réponses vont être incroyablement différentes suivant le sous-espace ou le sous-cône dans lequel on travaille. Si on travaille dans un sous-cône assez grand de fonctions qui décroissent au moins polynomialement, il n'y a pas de valeur propre et on s'arrête à 0. Et on ne peut même pas résoudre à 0 et il n'y a pas de première fonction propre. Si on a des décroissances très rapides, à ce moment-là, on peut résoudre pour tout lambda et sans problème. Et il y a unicité, ça, ce n'est pas le souci. Donc, la situation est un peu complexe quand on travaille dans Rn. Ce qui justifie qu'on y passe, dans un petit instant, qu'on y passe pas mal de temps. Alors, les problèmes non linéaires aussi, comme toujours, exhibent des zoologies beaucoup plus complexes que les problèmes linéaires. Donc, dans Rn, je vais surtout réfléchir à des opérateurs linéaires. Mais on voit que la situation peut être complexe et même relativement intéressante. Là, on peut lire les réponses parce qu'on peut faire des calculs explicites. La parité ne joue absolument aucun rôle, c'est simplement une manière d'exhiber facilement les solutions. Autrement, il faut résoudre à partir de plus l'infini, résoudre à partir de moins l'infini, et quand les deux branches se rencontrent, donc on résout à partir de plus l'infini, on résout à partir de moins l'infini, et quand ça se rencontre, quand ça crée ce coin, on s'arrête. Oui, le schéma que j'ai indiqué, j'ai indiqué un profil régulier en Boss, c'était mon F plutôt. Hein. Le U, il a toujours un coin. Parce que de 0, enfin de 0 ou du point de rencontre, il y a toujours deux contrôles possibles. Soit on part à vitesse constante, à vitesse 1, vers plus l'infini, soit on part à vitesse constante, moins 1 vers moins l'infini. Bon, assez dit sur ce petit exemple, mais qui quand même fixe les idées. Résoudre des problèmes avec des lambdas négatifs, j'avais commis une petite étude, je ne sais pas si je l'ai jamais écrite, rédigée, peut-être c'est une autre compte rendu, je n'ai aucun souvenir, je ne sais même plus ce que c'est devenu. En tout cas, je l'ai exposé, etc. C'était d'avoir des taux négatifs. En fait, vous savez que dans les histoires de développement durable, un des gros enjeux pour les économistes, c'est la question des taux d'actualisation, qui sont des taux que les économistes prennent positifs. Dépréciation de l'argent, patati patata. Le problème de ce que Guenry appelle les taux écologiques, c'est lorsqu'on s'intéresse à des questions liées au développement durable, un taux écologique, ça peut être un peu plus bas qu'un taux d'intérêt, pour montrer qu'on attache encore plus d'importance au bien en question. Puisque ça veut dire que la valeur future se déprécie moins vite, vu d'aujourd'hui, que l'argent. J'ai toujours trouvé que ce point de vue était assez timoré, dans le sens où si on dit que le taux est nul, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui se passera dans 10 ans a autant d'importance que ce qui va se passer demain pour moi aujourd'hui. Et puis si on est généreux avec les générations futures, on a même envie de dire que ce qui va se passer dans 10 ans, c'est encore plus important que ce qui va se passer demain.
Bon, et je trouve que c'est quand même un exercice intellectuel intéressant. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un taux, mon lambda, au second membre positif. Et assez naturellement, on se pose des problèmes de contrôle stochastique, lorsque lambda est positif, et j'avais montré dans un certain nombre de cas qu'effectivement, on pouvait aller, pour les équations de Hamilton-Jacobi, jusqu'à la première valeur propre de l'opérateur homogène associé, de HJB, etc., etc. Alors ça, c'était bien dans un domaine borné, parce que ça existe, mais dans un domaine non borné, j'avais vu effectivement que c'était plus compliqué, ça dépendait des conditions à l'infini des fonctions coûts. On peut aussi regarder le cas linéaire quadratique. Enfin, il y a plein de situations comme ça. Une partie, je crois que je l'ai écrite quelque part, mais je ne suis pas sûr. Donc, je n'ai plus aucun souvenir, je n'ai plus aucune idée. Ça date assez longtemps. Peut-être c'est une autocompte rendue, peut-être pas. Je ne sais pas ce que c'est devenu. Enfin, ça existe. S'il y a des gens intéressés, ça existe. De manière un peu vague. Mais une fois qu'on a posé le problème et qu'on a donné une bonne idée, une idée, je me souviens qu'il y avait une seule astuce, grosso modo, c'était qu'il fallait obtenir des estimations a priori lorsque, par exemple, on a des Hamiltoniens surlinéaires. Surlinéaire, on peut résoudre quel que soit lambda, et il fallait dériver 2 fois pour avoir une estimation de la semi-concavité, et à partir de là, on déroulait toute la mécanique. Et je regardais en plus des horizons infinis, ce qui complique un peu la chose. Donc, comment faire tendre l'horizon, hein, on s'intéresse à grand T. Alors, les choses explosent, mais comment on renormalise? Pour les problèmes ergodiques, on divise par grand T, et puis si c'est ergodique, le coût moyen tend vers une constante. Le meilleur coût moyen tend vers une constante. Là, la renormalisation est un peu plus complexe, il y a des exponentielles, etc., etc. Mais les feedbacks se stabilisent, hein. C'était ça qui était très très intéressant. C'est-à-dire que quand on fait tendre l'horizon vers l'infini, les feedbacks se stabilisent, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des stratégies qui correspondent à ce problème avec un taux négatif. Bon, à long terme. Donc il y a des choses qui existent là-dessus. Et ce n'est pas complètement déconnecté, hein. Vous voyez que là, j'essaie quand même de résoudre des équations avec des taux négatifs, hein. Alors, là, je crois que les petits compléments sur les cours d'avant sont finis. Et il me reste à revenir sur l'unicité avec cette idée que j'ai un certain opérateur AU égale lambda 1 U. Ouais. AV égale lambda 1V. UV positif, bon, je mets strictement positif, A est un opérateur linéaire, j'en dis pas plus, et l'idée était de regarder racine de UV. Okay. Je vais me placer, donc ça c'est une stratégie, je ne vais pas du tout essayer de démontrer un théorème quel qu'il soit, les théorèmes se feront tout seuls et je les justifierai par la suite. C'est une stratégie. Dans cette stratégie, il est bon de disposer d'une première fonction propre de l'opérateur adjoint, qui admet, là, automatiquement d'ailleurs, la même première valeur propre. Je suppose que les problèmes sont suivants non dégénérés. Est-ce que j'en ai besoin, ça? Ouais, pour simplifier. On peut gratter. Hein. Une fois qu'on a une stratégie, on peut toujours améliorer, pousser, etc. Bien. A racine de UV. Comme c'est une fonction concave de U et de V, je m'attends à ce que ceci soit inférieur, c'est ce que je vous avais expliqué la semaine dernière, à lambda 1 racine de UV.
On va refaire le calcul. Et donc, automatiquement, je vais en déduire en multipliant par phi que l'intégrale de phi de a de racine de uv moins lambda 1 racine de uv vaut 0. Enfin, je ne déduis pas ça de l'inégalité, ça c'est vrai quel que soit le machin que je mette, puisque a moins lambda 1, je transpose, ça fait a étoile moins lambda 1 phi, ça vaut 0. Et ça, c'est un truc qui est négatif ou nul, tandis que ça, phi, est strictement positif. Donc ça veut dire que, en fait, si j'ai cette inégalité, ça entraîne l'égalité. En d'autres termes, j'ai exactement égal. Donc il faut regarder ce terme précisément. Donc on va faire les calculs et voir pourquoi ça donne. Alors je pourrais dire ce que c'est. Hein, c'est lié pour un opérateur différentiel, c'est lié au. Alors, je n'ai pas du tout l'intention de faire la théorie générale, je vais juste regarder quelques opérateurs différentiels, qu'est-ce qu'ils font à racine carrée de UV. Dérivée seconde, donc je note ça d2xx, mais en fait c'est dans n'importe quelle direction. N'importe quelle direction, ça veut dire une trace de AIJ, DIJ. Et je vais mettre un moins pour bien écrire un opérateur ayant un opérateur positif au sens du principe du maximum. Racine carrée de UV. Donc on fait ce calcul-là. Il y a un calcul plus simple qui consiste à dire dx de racine de UV. Donc celui-là, je le fais vite. Ça fait 1 demi de racine de V sur U UX plus 1 demi racine de U sur V, Vx. Bon, et un opérateur de multiplication, ben, c'est trivial. On multiplie racine de UV par racine de UV. Donc, multiplication A racine de UV est égale à A racine de UV. Et puis, il y aurait d'autres opérateurs qui seraient des opérateurs intégraux. Pour qu'ils aient le principe du maximum, il faut qu'on ait un U de x moins un U de y, même quelque chose d'un peu plus compliqué éventuellement, fois l'intégrale de k de xy. Bon, on reviendra sur un opérateur comme ça. Ça, c'est un opérateur qui a le principe du maximum. À voir plus tard. Mais ça va marcher, le racine carrée de UV va marcher aussi. Pour l'instant, je me concentre sur des opérateurs standards. Il me reste donc à calculer ce foutu truc. Donc, moins dx. Alors, je pourrais tricher, je pourrais passer au log, dire quelle est l'expression du log pour... Bon. C'est pour éviter de faire les calculs. On va faire les calculs de manière pédestre. Donc, moins dx de la dérivée de racine de UV, ça, c'est ce qu'on a calculé à la ligne du dessous. Bon, il faut que je fasse de la place. Alors, déjà, je vais prendre tous les termes de dérivée seconde. Donc, ça me fait moins 1 demi de racine de V sur U fois UXX moins 1 demi de racine de U sur V, Vxx. Et là, j'aurais pris toutes les dérivées secondes. Ce que je vais avoir maintenant en plus, c'est tous les termes qui correspondent à dériver les racines carrées. On le fait. Alors, vous vous demandez comment Luc Tartar s'est lancé dans ce calcul-là sans avoir pensé à Kohl-Hopf. Il faut quand même avoir de drôles d'idées. Alors, bon, on y va.
J'essaie de gagner du temps, hein, tellement ça m'emmerde. Moins 1 sur 4 racines de UV. Hein, je dérive ceci. UX, VX. Ça paraît correct. Il faut éviter de se planter. Je vais le trouver aussi en dérivant, dans le premier, c'est ce que j'ai dérivé V, et en dérivant U ici. À nouveau, ça va me faire exactement le même terme, hein, par symétrie. Donc j'ai moins 1,5. Donc ce qu'il me reste à calculer, ce sont les termes que j'obtiens en dérivant pour UXU, pour VXV. Quand je fais ça, comme c'est la puissance moins 1,5, ça me change le signe, et ça me fait plus 1/4 de racine de V divisé par U3,5. Et là, c'est multiplié par UX carré. Et de manière symétrique, plus 1/4 de racine de U divisé par V puissance 3,5, Vx carré. Le A racine de UV qui est là, je peux l'écrire de manière assez tordue, 1/2 de racine de V sur U fois U, plus 1/2 de racine de U sur V fois V. Et de sorte que vous voyez que sur les termes d'ordre 1, l'opérateur en U, il est multiplié par 1/2 de racine de V sur U. L'opérateur d'ordre 0, il est multiplié par 1/2 de racine de V sur U. Et dans tout le bazar des dérivées secondes, vous avez les opérateurs de dérivées secondes qui sont multipliés par exactement le même poids. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que A racine de UV, donc ça n'a rien à voir avec les premières fonctions propres, c'est normal. A racine de UV, ça fait 1/2 de racine de V sur U à U, plus 1/2 comme un opérateur de dérivation, si vous voulez, à V. Ça, c'est vrai pour dès qu'on a un opérateur qui combine des dérivées secondes, des dérivées premières, des termes d'ordre 0 et aussi des termes intégraux, mais là, je ne veux pas faire le calcul aujourd'hui. Et en plus, j'ai gagné quelque chose. J'ai gagné, je sais que ça a un signe, et puis ça commence à renifler à un carré. Hein. Vous avez du UX carré, du VX carré, moins UX, VX. Ça ressemble beaucoup à un carré. On va essayer de forcer un carré. Donc je mets un quart devant. Alors, peut-être le mieux, c'est de factoriser quelque chose comme racine de UV. Ouais. Pour rétablir un peu de symétrie. Lorsque je factorise racine de UV, j'ai donc un quart de UX carré divisé par U carré, parce que j'ai pris la racine de V et j'ai rajouté une racine de U en bas. Plus un quart par symétrie de Vx carré sur Vx sur V carré. Et puis, j'ai factorisé racine de UV, et c'est donc moins 1/2 de UX Vx sur UV. Et là, le carré devient transparent. Et donc, qu'est-ce que vous récupérez? Vous récupérez gradient, si c'était de Laplacien, log U sur V au carré. Si vous avez un opérateur avec du IJ, que ce soit sous forme divergence ou pas sous forme divergence, vous avez la forme quadratique associée au IJ qui est ici. Et donc,
dans la stratégie, si maintenant U et V sont deux fonctions propres, donc c'est joli, mais à nouveau, pensez Kohl-Hopf, hein, c'est les logs qui interviennent, et on a une équation convexe sur les logs. Et l'équation de Kohl-Hopf transforme l'opérateur en moins laplacien plus gradient carré. Et quand vous prenez l'inégalité du parallélogramme, vous allez récupérer le gradient de U moins le gradient de V au carré. Le reste de convexité, c'est un terme quadratique. C'est plus le même U, hein, c'est le log U et le log V. Donc ce calcul explicite est transparent si on fait la transformation de Kohl-Hopf, c'est-à-dire qu'on pose phi égale log U. Et là, simplement, j'ai fait comme si je ne la connaissais pas. Comme Luc Tartar en a eu l'intuition. Pour ça, quand il me l'a dit, j'ai dit, bah oui. C'est surtout quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah oui, évidemment. Mais enfin, c'est pas parce qu'on comprend bien après coup, que c'est pas une idée, c'est une super idée. Et très robuste pour des opérateurs comme ceux qui m'intéressent dans ce cours. Alors, quoi qu'il en soit, rappelez-vous, si j'ai une première fonction propre du problème dual, la stratégie c'est ça, hein, c'est servir de racine de UV et d'une fonction propre du problème dual. À ce moment-là, vous voyez que le AU, c'est lambda 1U. Lambda 1U fois racine de VU, en fait c'est un terme d'ordre 0, ça fait lambda 1 racine de UV. Ça aussi, ça fait lambda 1 racine de UV. 1,5 plus 1,5, ça fait lambda 1 racine de UV. Donc A de racine de UV moins lambda 1 racine de UV, c'est égal à tout ce bazar-là. Et ce que je vous expliquais en multipliant par phi, c'est qu'on obtenait que l'intégrale de phi fois ça faisait 0. Si l'intégrale de phi fois ça fait 0, ça veut dire que ça fait 0. Donc, racine de UV. Racine de UV, U et V sont strictement positifs. Donc ça, quand je dis que ça fait 0, ben on voit que gradient de log U sur V est nul. C'est-à-dire que log de U sur V est constante, c'est-à-dire que U est une constante évidemment positive fois V. Fin de l'unicité. Donc sous réserve qu'on ait une première fonction propre associée et qu'on puisse sans trop de difficulté justifier ce calcul, mais si les U sont strictement positifs, ce calcul c'est justifier l'intégration, c'est tout. Ce calcul, U et V sont strictement positifs. S'il y a un peu de régularité, on justifie tout ce qu'on veut. Et donc, c'est simplement, est-ce que j'ai le droit de faire l'intégration ou pas? Bon, ça, on verra sur des exemples dans RN ou dans un borné, mais ça, je ne vais même pas le refaire dans un borné. Et donc, vous voyez que la technique du K0 et ce résultat d'unicité, c'est un outil extrêmement puissant dans lequel on a réussi à se débarrasser complètement de ces histoires d'ouverture, etc. Hein, d'ouverture de cône et tout ce que vous voulez. Donc, Dirichlet ou pas, c'est pareil. Alors, attention, ça met en lumière aussi le fait que les premières valeurs propres, bon, ça c'est l'exemple non linéaire, ne sont pas forcément finies. OK. Bon, alors sur l'unicité, je crois que maintenant l'affaire est entendue, on a mission remplie. Je vérifie que je n'oublie pas grand-chose. Ouais. Peut-être j'ai dit que j'allais reprendre plus tard l'opérateur intégral, mais à force de remettre à plus tard, j'ai peur de ne pas avoir le temps. Je vais quand même faire le calcul maintenant qu'on a vu que ça avait un espoir de marcher.
Et donc, qu'est-ce qui nous intéresse? Donc, quand je prends un opérateur comme ceci, le noyau qui est là est positif. Hein. Alors, il y a des noyaux un peu plus compliqués lorsqu'ils sont très singuliers, dans lesquels on retranche on ajoute plus gradient U de x scalaire x moins y. Mais ça, c'est des termes du premier ordre, hein, donc ils se comportent comme des termes du premier ordre. Comme cela, je n'en parle pas. Donc, j'ai d'un côté, j'ai racine de uv au point x, moins racine de uv au point y. Ça, c'est l'opérateur en racine de uv. Et je sais avec quoi je dois comparer. Je dois comparer avec racine de v sur u fois x fois l'intégrale de u de x moins u de y k de xy. C'est-à-dire AU avec multiplié par racine de VU, et d'ailleurs avec un 1,5, ça ne ferait pas de mal. Et je dois comparer également avec moins 1,5 de racine de U sur V en Y, fois l'intégrale de V de X, moins V de Y, K de XY dy. Bon, je mets tout sous la même intégrale, et j'en déduis quoi? Oui, au passage, il n'y a rien de miraculeux avec racine de UV. J'aurais pu prendre U puissance θ, V puissance 1 moins θ. Je préfère le dire, même si je ne connais aucun exemple où ça fait une différence. Bon. Simplement, si je veux faire des poids différents entre deux équations, ça peut être utile. Si je veux juste montrer l'unicité, de la convexité par rapport à un paramètre, ben, 1,5, ça suffit. Mais peut-être pour d'autres estimations, on ne sait jamais. Donc ça marche pareil, c'est évidemment pas exactement le même terme supplémentaire qu'on récupère, mais il est du même tonneau. C'est un terme, c'est un carré aussi. Simplement, il y a des θ qui apparaissent un peu partout. Je me demande si c'est pas le 1 quart, c'est θ1 moins θ de mémoire, et après, je ne sais plus. U θ, V moins θ, je crois que c'est exactement ce à quoi on peut penser. C'est de mémoire, c'est U θ V 1 moins θ divisé par θ 1 moins θ, et puis ça, c'est exactement la même chose. Alors, l'intégrale. Voyons un peu. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un moins. Ah oui, c'est ça. D'abord, on va regarder en x. On va faire le bilan en x. Alors, en x, j'ai racine de u de vx. Là, j'ai quoi? J'ai racine de v, racine de u, 1,5. Là, j'ai racine de v, racine de u, 1,5. Donc, les termes en x dans l'intégrale, leur contribution disparaît. Il va me rester les termes en x qui multiplient les termes en y. Et ces termes, quels sont-ils? Ça fait 1,5 de racine de v de x sur u de x fois u de y. Hein, c'est moins par moins. Le terme symétrique, 1,5 de racine de u de x sur v de x fois v de y. Ouais, ça a même l'air d'être correct. Et il me reste le vrai terme en y qui est là. Moins racine de uv en y. Tout ceci est multiplié par k de xy de y. Et là encore, vous reconnaissez un carré parfait. En effet, de quel carré s'agit-il? Alors, je voudrais à nouveau être un peu malin. Et sans doute, je veux factoriser par racine de UV. Ouais, c'est logique de toujours, plutôt que de le simplifier, on va prétendre que ça c'est malin.
J'en ai aucune idée. 1 demi de y, u de y sur u de x. Je pense que je n'ai jamais fait ce calcul de manière générale comme ça. Donc, on va voir. Plus 1 demi de v de y sur v de x. Ça paraît correct, non? Moins racine de uv de y divisé par racine de uvx. Ben oui, c'est même utile. Et donc, vous reconnaissez ici 1 demi de racine de u de y sur u de x plus moins 1 demi de racine de v de y sur v de x, le tout au carré, fois k de x, y, dy. Et donc, si on fait le même raisonnement, c'est un terme positif, mais ce terme positif, il aide aussi pour l'unicité. Parce que, imaginez maintenant que vous ayez une première fonction propre du problème adjoint, que vous ayez démontré que u et v sont strictement positifs. À ce moment-là, cette intégrale vaut 0. Si le noyau est strictement positif, je mets pour simplifier, on verra plus général après. Si je prends tout strictement positif, j'en déduis donc que racine de u de y sur racine de v de y, enfin, j'en déduis donc que racine de y, même sans terme du second ordre, ce terme-là, si j'ai un opérateur non dégénéré au sens où j'ai des sauts à peu près partout où je veux, eh bien, je peux sauter en tout point. C'est ça que ça veut dire. Lorsque je suis au point X, je peux sauter en Y. K de x, y positif veut dire que j'ai une probabilité non nulle de sauter en ce point-là, sauter en Y. C'est un processus de saut. Eh bien, je déduis à ce moment-là que racine de u de Y sur u de X est égale à racine de v de y sur v de x. Évidemment, il faut transformer ça en racine de u de y sur v de y. Vous enlevez les racines, est égal à u de x sur v de x. En d'autres termes, le rapport u sur v est constant. Donc ce que l'on voit, c'est que dès qu'on a suffisamment de sauts, eh bien, on voit qu'effectivement, U est multiple de V. Alors là encore, ce n'est pas surprenant, c'est un autre calcul, c'est un calcul un peu différent du terme du second ordre, mais vous voyez qu'on gagne beaucoup d'informations. Ce n'est pas très surprenant parce que la stratégie de Kohl-Hopf, on sait depuis quand même pas mal de temps, que ça fonctionne, ça crée un problème convexe, qui est un problème, un opérateur intégral avec principe du maximum convexe, non linéaire. C'est d'une certaine manière l'analogue du gradient U carré lorsqu'on a des processus de saut. D'ailleurs, si on veut écrire des équations sur des réseaux de type Hamilton-Jacobi, quand on passe gradient U carré, ce n'est pas gradient U carré qu'on doit écrire sur un réseau, c'est autre chose. C'est un opérateur intégral avec des exponentielles, etc. C'est ça le véritable analogue en termes de diffusion. Alors, cela conclut la stratégie pour l'unicité, mais vous voyez que là, d'un coup, on a généralisé en affaiblissant les hypothèses l'existence avec les histoires de K0. Du coup, au mieux, on crée une première fonction propre, un premier vecteur propre sans avoir d'unicité, puisque l'unicité a été démontrée
grâce à l'intérieur non vide, hein, dans le théorème initial de Krein-Rootman. Mais ce n'est pas grave, parce que pour les opérateurs qui nous intéressent réellement, on s'en fout, parce que cette astuce de racine de UV va nous permettre d'avoir des unicités à peu de frais et de manière très très générale. Ce qui comble un vide, un trou. Vide, c'est un bien grand mot. Un trou. Donc on a une existence plus souple et on a de l'unicité, modulo également le fait qu'il faut aussi maîtriser le problème adjoint. Mais quand on a des opérateurs différentiels, l'adjoint il a essentiellement la même tête, il est du même type que l'opérateur initial, et pour un opérateur intégral comme celui que je viens d'effacer, vous remplacez k de xy par k de yx. Donc un théorème sur l'un est en général un théorème sur l'autre. Bien. On retient également que la stratégie de se servir des résolvantes dans le cône et résoudre tant que je peux pour, quand ça casse, créer une première fonction propre, à la fin a pour objectif de créer une solution qui vérifie, je change un peu de notation, que AU epsilon moins lambda epsilon U epsilon est égal à R epsilon, où R epsilon tend vers 0, lambda epsilon tend vers lambda 1, U epsilon est dans un certain espace de norme 1, et U epsilon est strictement positif. Je commence maintenant à penser uniquement en termes d'opérateurs. Le fatra abstrait, c'est fini. Et c'est de cela que je veux démontrer que U epsilon converge Au fond, je m'en fous de dans quelle topologie c'est, mais je veux qu'il converge vers quelque chose de non nul. Avec ce qu'on a mis en place, on veut avoir ceci. Et donc, ce que je vous ai présenté dans la partie abstraite du cours, c'est une manière particulière de créer les U epsilon, qui est au fond de dire, bah ouais, si j'ai une première fonction propre, je peux résoudre jusqu'à lambda 1. Donc d'une certaine manière, c'est grosso modo toujours vrai qu'on peut résoudre jusqu'à lambda 1. Et donc, quelque part, tout ce que je vous ai raconté, c'est pour nous fournir une solution comme ceci. Et donc, j'ai envie de dire, c'est comme quand vous regardez un problème d'optimisation et vous dites, j'ai une suite minimisante. Bon, ben là, j'ai une suite approximante que j'ai construite par les résolvantes. Mais on peut les construire autrement. Donc, c'est autre approximation. Deuxième remarque que je veux faire, c'est que, bien entendu, là-dedans, je m'en fous un peu de la convergence. Si j'ai une convergence dans un autre espace qui est U et que A soit à peu près continu pour cette topologie, entre guillemets, style au sens des distributions, bon, si U epsilon converge au sens des distributions vers U, AU epsilon va converger au sens des distributions vers AU, pourvu que tout ait un sens. Après, si j'ai une borne, je vais en déduire quand même des bornes sur U, il va quand même me rester quelque chose. Du style U est dans l'espace de départ ou dans une relaxation faible de l'espace de départ, du style L1 donne les mesures. Les fonctions continues donnent l'infini. Donc, et le truc important, ce n'est pas la norme, au fond, que la norme 1, je m'en fous, c'est que ça soit non nul, c'est-à-dire que j'ai trouvé quelque chose qui soit une vraie première fonction propre. La positivité, bah, elle va rester, quelle que soit la convergence. Donc c'est U non nul.
J'aurais pu, dans les théorèmes abstraits, faire quelque chose comme ça, mais comme j'avais une seule convergence à ma disposition, à savoir la convergence dans l'espace, ben, si ça converge dans l'espace, je n'ai pas besoin de dire que c'est non nul, c'est de norme 1. Okay, mais quand on va commencer à trafiquer des trucs dans Rn, que les normes, ce n'est pas toujours lumineux, gardons ça en tête. Quand on devient concret, ben, on n'a pas besoin d'être aussi présent. Alors, ce que l'on a vu, c'est une approximation par résolvante. Pour créer CU epsilon. On peut avoir une approximation par régularisation. Donc, je vous ai expliqué comment, ça je ne veux pas vraiment y passer beaucoup de temps. Et puis, il y a le cas particulier variationnel. Où on a des suites minimisantes, éventuellement des suites minimisantes plus, c'est-à-dire qu'on leur en demande un peu plus. Mais c'est encore une autre manière de créer des presque solutions. Et puis, il y a la troncature spatiale. Si on veut passer d'un ouvert borné à RD. Dans l'ouvert borné, je sais qu'il y a une première fonction propre, et je fais tendre le rayon d'une boule vers l'infini. Là aussi, c'est pratiquement avoir une presque solution. Hein. L'erreur est concentrée au bord. Et c'est une presque solution, donc cette erreur, elle va de plus en plus loin, donc quelque part, elle tend vers 0. C'est une presque solution. Les suites minimisantes sont des presque solutions. Et en fait, c'est des presque solutions. Donc, ces deux cas-là, c'est vraiment des variantes de ceci. Et l'approximation par régularisation, c'est clair. Donc, je commencerai dans le dernier cours de cette année civile. Je commencerai, donc ça, on l'a fait. Je vais très rapidement parler maintenant d'approximation par régularisation, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Et puis, je parlerai de ces deux points la semaine prochaine. L'approximation par régularisation, je vais donner un exemple. Rappelez-vous, pour Dirichlet, j'ai résolu complètement ce problème hein, avec moins DIJ, AIJ, DJ, U plus BI, DIU plus DI de bêta I, U plus CU pour cet opérateur avec Dirichlet dans un ouvert borné régulier. J'avais expliqué que si les AIJ sont définis positifs, nu fois ou une fois, c'est pareil, on multiplie par une constante, et qu'ils sont dans l'infini alors, j'ai montré comment l'astuce du K0 permet de vérifier qu'on a une fonction propre, une valeur propre. On a la fonction propre est strictement positive, c'est le principe maximum fort pour les équations elliptiques. Sur le problème adjoint, c'est essentiellement un opérateur du même style où on met des moins ici, on échange bêta I et BI et on remplace AIJ par AJI. Donc c'est exactement le même type d'opérateur et donc on sait aussi qu'il existe une fonction propre strictement positive de l'opérateur dual. Le racine carrée de UV ne pose essentiellement pas de problème. On fait exactement ce calcul-là. Les termes du premier ordre, on s'en moque. Donc, pour justifier le calcul, on peut faire une petite régularisation. Et donc, on a l'unicité. Même si stricto sensu, racine de UV, il faut comprendre pourquoi c'est dans H1, H1,0. Et bon, c'est pas très compliqué. Bon.
Alors, qu'est-ce que je voulais dire ça là-dessus? Oui, je voulais dire que néanmoins, si on tient absolument à appliquer le théorème de Krein-Grudman pour l'existence, pour l'unicité, on ne va pas s'en tirer comme ça. Hein. Ce que l'on peut faire, c'est régulariser. Alors, on n'a pas besoin de régulariser le BI, mais le bêta et le IJ, ça vaut mieux. Mais le plus simple, c'est de dire je prends un IJ epsilon régulier qui tend vers IJ. Qui vérifie, qui est uniformément borné, qui tend vers IJ, c'est automatiquement ou presque partout. Dans LP, si vous voulez. Vous avez à ce moment-là une première fonction propre U epsilon, pour lequel que vous normalisez avec la norme L2. La compacité se traduit par le fait que vous avez une estimation sur le gradient U epsilon dans L2. Donc c'est compact dans L2. Donc vous passez à la limite vers un truc qui est aussi de norme L2. C'est la première fonction propre. U epsilon, c'est la première fonction propre pour le problème régularisé. Et donc vous avez là aussi une autre approximation, une autre suite de presque première fonction propre. Et grâce à la compacité, vous en déduisez l'existence. Dans ce procédé-là, vous voyez aussi qu'il y a un problème avec l'unicité. Hein. Il n'y a rien qui vous donne l'unicité. Bon, sur le racine carrée de UV, je reprendrai peut-être cet exemple. Donc, vous voyez, ça c'est un exemple typique d'approximation, de régularisation, ça c'est ce que je disais là, qui vous montre qu'effectivement, ça crée l'existence. Il faudra que je revienne la semaine prochaine sur le racine carrée de UV, qui marche à l'intérieur parce que U et V sont strictement positifs. Donc ça, c'est bien vrai. C'est bien vrai qu'on a pour un tel opérateur A racine de UV qui est égal à lambda 1 racine de UV plus, je ne sais plus, c'était un quart racine de UV. Là, ce qu'on va avoir, c'est AIJ DI de log de U sur V dJ de log de U sur V. Et donc, je conclurai tout de suite à l'unicité, puisque U et V sont strictement positifs, phi, la fonction duale, est aussi strictement positive, c'est le principe du maximum fort. Et donc, les AIJ sont une matrice définie positive. Log de U sur V est constante. C'est fini, j'ai l'unicité. Si j'ai le droit de multiplier, de dire que A racine de UV, intégrale fois phi, est égal à l'intégrale de racine de UV fois A étoile phi. Quelle est la difficulté? La difficulté, c'est que c'est automatiquement justifié, ce genre de calcul, par la formulation variationnelle des équations elliptiques du second ordre, si les objets que je manipule sont dans H10, filés, mais quid de racine de UV? Okay. Et là, il y a quand même une petite difficulté. Parce que stricto sensu, si je prends une fonction dans H10, la racine carrée de U, elle n'est pas dans H10. Hein, parce qu'au bord, le dérivé, c'est du gradient U divisé par racine de U. Donc, il y a un petit problème. Mais c'est comme si j'avais une racine de distance au bord. Mais là, j'ai un V aussi. Donc, j'ai plus d'annulation. Et ça, c'est ce qu'il me faut. Donc, je reviendrai, parce que là, il faut vraiment que j'appelle l'hôpital. Je réglerai ce petit point technique qui conclut que ce soit une approximation par résolvante ou que ce soit une approximation par régularisation. Eh bien, sur ce problème quand même ultra classique, où on a l'existence de deux manières différentes maintenant, on a aussi l'unicité grâce à cette astuce. Étant entendu qu'on n'a pas de théorème abstrait qui fonctionne là. Hein, parce qu'on n'a pas d'ouvert, on a plein de trucs, et puis
on a très peu de régularité. Hein. Moins laplacien, c'est beaucoup plus sympa, parce qu'on a toute la régularité qu'on veut, on peut travailler avec des fonctions lipschitziennes, etc. etc. Bon, bah écoutez, je vous remercie, et puis bon, bah, à la semaine prochaine.